Aline. Bonjour Jacob et bonjour à tout le monde. Donc je suis là en fier représentant du monde, de l'humanité, de tous les vivants et les vivantes et les non-vivants et les non-vivantes. C'est une petite charge, je ne veux pas vous le cacher. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il y aura un formulaire Google à la fin. Voilà. Aline, vous travaillez, donc vous êtes médecin, anthropologue de la santé, vous travaillez sur ces sujets depuis très longtemps. Déjà, pas si longtemps que ça quand même. Pas si longtemps que ça. Comment est-ce qu'on passe de la médecine à l'anthropologie de la santé? Comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ces questions-là? Alors en fait, comme beaucoup de gens, beaucoup de médecins cherchaient la médecine idéale, qui n'existe pas en réalité. Et donc j'ai essayé de me former à toutes sortes de thérapies. Et puis finalement, je fais de la phytothérapie, après de l'ethnopharmacologie. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est l'ethnologie qui est intéressante. Et à partir de là, j'ai repris des études d'anthropologie de la santé. Et ça a changé complètement ma manière de faire de la médecine. Donc phytothérapie, c'est avec les plantes, si je ne me trompe pas. Oui. Et alliothérapie, vous disiez que c'est le deuxième. Vous avez dit, J'ai fait de l'ethnopharmacologie ensuite. Ok, d'accord, très bien. Et en fait, c'était l'ethnologie qui m'intéressait. L'ethnologie qui vous intéressait. Voilà. Et alors, du coup, dans vos travaux, l'un des points intéressants et qui apparaît très vite, c'est la question de la santé globale, qui aussi, traverse un petit peu plein d'éléments et plein de disciplines différentes. Est-ce que vous pourriez nous aider à définir ce qu'est la santé globale pour nous tous, représentants du monde? Alors, on parle beaucoup maintenant de One Health, qui est une manière de résumer la chose, mais bon, il y a beaucoup de déclarations d'intention, il n'y a pas grand-chose en pratique quand on creuse un petit peu. En fait, tout à l'heure, ça a été dit, et c'était très bien, on a tendance à individualiser la santé. C'est-à-dire qu'on est acteur de notre santé et c'est à nous de régler nos problèmes, faire les bons choix, nous sevrer de ci, nous sevrer de ça. Et en fait, ça, c'est une manière d'éluder toutes les problématiques globales. Parce que nous sommes ce que nous respirons, ce que nous mangeons, ce que nous bougeons, ce que nous ressentons. Et tout ça, c'est en interaction permanente avec notre environnement. Donc en fait, on est étroitement en lien avec la santé de notre environnement. Et est-ce qu'on peut être en bonne santé dans un monde malade? C'est la vraie question. Donc on ne peut raisonner qu'en global, même si nous, dans une consultation individuelle, évidemment, on va traiter les problèmes de l'individu et essayer de trouver des solutions à son niveau. Mais il faut absolument que la santé s'implique à des niveaux beaucoup plus systémiques. Et donc ça implique aussi du coup de changer de terminologie parfois et de mettre d'autres mots sur certains mots. Par exemple, vous parlez d'épidémie de cancer aujourd'hui. On se met à parler d'épidémie de cancer plutôt que de traiter le cancer comme un cas isolé. Oui, alors, par exemple, en France, on a le plus haut taux de cancer du sein de toute l'Europe. La plus mauvaise mortalité, c'est 1 femme sur 7 qui va avoir un cancer du sein. Et on continue à tenir alors je travaille en oncologie, et on continue à tenir un discours très responsabilisant aux femmes, sois une battante, tu le peux, tu le veux, enfin tout un tas de discours affligeants comme ça. Alors qu'en fait, clairement, on a une exposition aux perturbateurs endocriniens qui est un facteur majeur. On a une étude lyonnaise qui s'appelle Xener qui montre que les nanoparticules qu'on inhale à longueur de journée ont un effet pro-inflammatoire et perturbateur endocrinien. Peut-être 10 à 20% des cancers du sein sont liés par exemple à la pollution atmosphérique plus toutes les autres perturbations. Donc on voit bien qu'on est dans une maladie systémique et pourtant ce n'est pas du tout le discours qu'on tient dans les services d'oncologie. Et du coup, comment est-ce qu'on soigne cette épidémie? Est-ce que vous, dans votre travail, ou vous avez des collègues qui essayent d'agir à un niveau macro, qui sort de la question des patients, mais qui du coup essayent d'agir à un niveau plus élevé? Alors l'oncologue de base, et surtout dans les traitements opératoires, les chimios, les radiothérapies, les thérapies ciblées, les hormonaux, il y a toujours cette recherche de progrès technique, parce que c'est vraiment le fondement de la médecine conventionnelle. Moi, j'ai la chance de travailler en hôpital de jour post-cancer, et nous, on travaille sur la qualité de vie. Et en fait, on travaille sur l'activité physique, la nutrition, tout ce qui est émotionnel, psychologique. On essaie de travailler à faire mettre les patientes en réseau de santé solidaire. Et en fait, on a par exemple de très belles études qui montrent que des femmes qui ont des métastases et qui sont dans des groupes de parole, qui font du sport et qui changent leur alimentation, gagnent en espérance de vie beaucoup mieux qu'avec des médicaments. Ok, incroyable. Donc en fait, il y a d'autres manières de faire, mais voilà, on est encore obsédé par le médicament et pour longtemps, je pense, malheureusement. Là, du coup, vous définissiez des facteurs qui sont facilitants pour la guérison.
Vous en parlez aussi dans votre dernier livre, le fait qu'il y a des facteurs environnementaux qui sont facilitants ou qui sont des freins. Par exemple, il y a des facteurs qui facilitent l'auto-guérison. Avant de rentrer un peu plus dans ce sujet, est-ce qu'on peut définir aussi ce qu'est l'auto-guérison et comment pas la confondre avec l'automédication, par exemple? Alors l'auto-guérison, très simplement, c'est tout ce que mon corps est capable de faire pour revenir à l'état d'équilibre. Et on a plein de systèmes hyper sophistiqués et tous interconnectés qui savent très bien faire. Donc voilà, je me suis fait un bleu, le bleu va être résorbé, je me suis coupé, ça va se refermer. J'ai un rhume, alors il y a un petit proverbe qui dit un rhume, si on le soigne, ça dure 7 jours, si on ne le soigne pas, ça dure une semaine. Ça guérit tout seul. Voilà, la plupart du temps. Et en fait, la nature, entre guillemets, fait très bien les choses. Et donc, on peut compter là-dessus. Donc, ces systèmes-là existent. Et l'auto-guérison pure, c'est ça. Après, on a beaucoup de gens maintenant qui utilisent l'auto-guérison comme aussi un argument commercial. Ils vont stimuler votre auto-guérison. Et vous allez payer pour ça. Donc, je ne sais pas si c'est encore de l'auto-guérison. Il y a la guérison autonome, c'est guérir tout seul sans avoir besoin des autres. Et puis, après, il y a une autre définition qui pourrait être une guérison naturelle. Et c'est vrai qu'il y a ces systèmes qui sont là, et on sait que les animaux, comme les chimpanzés par exemple, savent très bien choisir des plantes pour se soigner. Mais où est la frontière entre un chimpanzé qui mange une plante médicinale et quelqu'un qui se fait injecter du Taxol, qui est une molécule tout à fait naturelle, mais une chimiothérapie quand même issue de l'IF? Voilà, la question de la frontière du naturel, elle n'est pas si simple. Oui, c'est très compliqué de définir ce qui est naturel alors qu'on a des comportements liés à la nature. Justement, parlons de ces facteurs-là. Dans votre livre, par exemple, vous parlez de facteurs de frein aussi à la guérison, le stress, l'environnement, le contexte dans lequel on vit. Est-ce que ce sont des choses qui sont de plus en plus prises en compte quand on fait de la médecine aujourd'hui, de voir l'état de santé général des patients-patientes et de voir dans quel contexte ils évoluent? Alors en théorie, on sait très bien ce qu'il faudrait faire. C'est sûr que si on mange bien, qu'on respire un air sain, qu'on évolue dans un contexte émotionnel tout à fait rassurant, qu'on est heureux au travail, il y a de fortes chances pour qu'on soit en santé. Voilà, si on est près de sa physiologie aussi, tout simplement. Mais on est plutôt dans une tendance complètement inverse. Il y a eu une étude sur les enfants américains qui est sortie il y a quelques semaines, qui est monstrueuse. C'est plus de 40% des enfants américains ont déjà une maladie chronique avant l'âge de 12 ans. Donc on part vraiment dans la direction inverse, et en même temps il y a des courants de la médecine, ce qu'on appelle le courant biopsychosocial par exemple, qui ont très bien mis en évidence tout l'intérêt de prendre en compte ces facteurs. Malheureusement, ce n'est pas un courant dominant, et aussi la santé environnementale est quasiment absente des cursus médicaux, donc ça c'est encore désastreux. À quoi est-ce que vous attribuez le fait que la médecine contemporaine occidentale peut être réticente à ces changements-là ou à ces visions-là? Alors il y a un petit livre qui s'appelle Le Manuel de la connerie humaine, que je vous conseille vivement. Je l'ai écrit, merci. Ah bon? Félicitations. Bon, il y a un très beau chapitre qui nous dit la médecine a raté le tournant de l'écologie au XIXe siècle. Et effectivement, en fait, la médecine conventionnelle, elle a tout misé sur l'instrumental, le médicament. Elle est extrêmement performante d'un point de vue technique. Et du coup, elle a évacué tout ce qui était prévention, parce qu'on est rentré un petit peu dans le mythe, mais qui est général. C'est pas qu'en médecine qu'on va tout réguler par la technique. Alors, en fait, on crée des problèmes avec la technique, mais on va les régler avec la technique. Et on a exactement la même chose en santé. Donc, elle a complètement raté le tournant de l'écologie, et elle a délégué la prévention à d'autres médecines, ou elle l'a carrément abandonnée. Donc ça, c'est une vraie problématique. Comment est-ce qu'on tient ces discours-là aujourd'hui sans tomber dans des travers qui peuvent être vus parfois comme anti-science? Par exemple, vous écrivez des articles où vous travaillez sur des plantes qui peuvent accompagner les traitements pour le cancer. Comment on ne tombe pas dans certains extrémistes de gens qui disent « il ne faut pas se soigner du cancer, je vais boire du thé ». Je ne dis pas ça, je rassure. Je représente l'humanité complète. Il faut bien que je représente aussi les gens qui ne sont pas malins. Dont la connerie, d'ailleurs. Bon, donc c'est effectivement une voie étroite. Et moi, je fais de la phytothérapie. La phytothérapie, c'est bien parce que l'homéopathie, on peut vous dire, oui, mais il n'y a plus rien dedans, une molécule dans la mer, et bam, 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 on se fait démolir. Par contre, la phytothérapie, il y a du principe actif. Donc, ils nous démolissent, mais quand même, ils ne peuvent pas nous démolir complètement, d'autant que la phytothérapie est à l'origine de la plupart des grands médicaments. Donc voilà, justement, c'est un très bon cheval de Troie pour essayer de sensibiliser à d'autres manières de faire du soin. Et ce discours-là, comment est-ce qu'il est reçu? Par exemple, vous intervenez dans des magazines de santé, vous écrivez des articles et des livres. Est-ce que vous avez eu une réception qui pouvait être crispante de d'autres collègues du corps médical? Alors, mes collègues me prennent pour une hallucinée uniquement quand je parle de psychédéliques.
parce que je m'y intéresse aussi en oncologie. Mais sinon, sur la phyto, je pense qu'ils me prennent pour une gentille illuminée, mais gentille quand même et un petit peu médecin, donc ça va, ça passe. Et j'arrive quand même à partir du moment où on est médecin, on est un peu plus respecté par les médecins que si je m'exprimais en tant qu'herboriste ou comme anthropologue de la santé non médecin, par exemple. Ok. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, dans plein de luttes et dans plein de courants, de plein de manières différentes, on réhabilite certaines images, notamment l'image de la sorcière ou de l'herboriste du Moyen-Âge. Est-ce que c'est une image que vous vous appropriez ou... Bon, pas du tout, parce que je pense que ça, c'est des fantasmes un petit peu pseudo-historiques, c'est de la néo-tradition en fait. Hein. Bon, c'est amusant à voir et à étudier d'un point de vue anthropologique. Bon, par contre, très régulièrement, je me fais appeler sorcière ou médecin naturopathe ou des tas de trucs, des appellations que moi-même je ne me donne pas. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant quand même en ce que ça revalorise l'usage des plantes, mais on n'a pas besoin d'être sorcière pour utiliser les plantes. Et ces gens-là, vous leur jetez des sœurs après ou pas? Mais oui, régulièrement, bien sûr. Super, merci. Vous m'apprendrez. On verra les tarifs. On verra ça après, très bien. On parle d'écosystème, on a parlé effectivement du fait d'être intégré dans un écosystème complexe et de ne pas considérer notre santé seulement comme quelque chose, enfin je suis malade et ça ne revient qu'à moi de me soigner. Il y a aussi des choses il y a tout un aspect écosystémique à l'intérieur du corps. Il y a de plus en plus de travaux, par exemple, sur la relation entre l'intestin et le cerveau, sur le fait que l'intestin peut réfléchir énormément. Est-ce que enfin, j'ai pas lu les livres, moi j'ai juste mal au ventre, mais... Est-ce que c'est des sujets aussi que vous abordez? Comment est-ce que vous les traitez du coup en tant que médecin quand quelqu'un vient vous voir avec un mot par exemple, avec un mal certain? Non, Bouddha a dit la sagesse, c'est la paix dans les intestins. Bon voilà. Ouais. Tout de suite, c'est beaucoup plus calme. Non, alors moi j'essaie toujours d'avoir une vision systémique quand je vois les patients, c'est-à-dire que quelle que soit la demande, j'interroge leur alimentation, leur activité physique, leur état émotionnel, leur sommeil. Et si j'ai le temps de raconter une anecdote très rapidement, j'ai une patiente qui un jour vient me voir parce qu'elle avait la diarrhée. Désolée, la médecine c'est pas poétique. Et elle avait essayé 50 000 plantes, donc je dis je sais pas trop ce que je vais pouvoir lui proposer qu'elle n'a pas déjà essayé. Donc on explore un peu tout. Elle est sportive, elle a une vie très saine, elle mange très bien. Enfin bon, je commence à me dire mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Puis finalement elle me dit je dors 2 heures par nuit. Je dis ah bon, 2 heures par nuit, c'est pas très bon pour le microbiote ça quand même. Et puis on creuse un peu. Ah ben oui, mais en fait j'ai 2 mecs et je sais pas lequel choisir. Donc, je lui dis bah écoutez, je pense que plutôt que de prendre des plantes, vous devriez choisir un mec et puis après à mon avis ça ira mieux. Voilà, bon, elle disparaît pendant un moment et puis quelques mois après, elle m'appelle, elle me dit vous aviez raison, hein, j'ai choisi. J'ai viré les 2 mecs et je dors et j'ai plus de diarrhée. Ouais. Je pense que ça illustre un petit aspect systémique de la santé et qu'il faut savoir s'intéresser à la globalité. Très bien. Juste sachez qu'à ce moment-là, je réfléchis au fait qu'on a des problèmes de vente chroniques dans la famille. Il faut faire un choix. Jacob, il faut faire un choix. Ouais, je vais devoir appeler ma mère et lui dire de se séparer de mon père. Ça va être dramatique. Ils avaient un couple qui fonctionnait si bien. C'est con. Comment est-ce que, à partir de ce moment-là, quelle piste vous nous donnez, si nous on est là, une petite centaine à être représentants et représentants du monde des vivants et des non-vivants, quelle piste vous pouvez nous partager, nous proposer, sans pour autant que ce soit un grand précepte, mais pour dire comment est-ce que demain on pourrait prendre un peu plus soin de nous, comment est-ce qu'on pourrait commencer par quoi, si on se dit tiens en fait on est pour la majorité je pense urbain, dans des tafs qui nous prennent pas mal de temps. Bon, il y a quelques intermittents derrière le rideau, mais c'est pas la même chose. Et quelle piste on pourrait commencer par explorer pour prendre un peu plus soin de nous collectivement? Il y a vraiment 2 niveaux, effectivement. Il y a un niveau collectif où je crois qu'il faut être militant. Il faut vraiment travailler pour une meilleure alimentation, un meilleur air à respirer, des meilleures relations entre les êtres humains. Bon, là, il y a du boulot. Hein. Et après, au niveau individuel, je pense qu'il faut faire un petit screening de ce que je vous disais. Voilà, comment est-ce que je mange, comment est-ce que je dors, où j'en suis de mes émotions, qu'est-ce qui fait sens. Je n'ai pas parler du sens, mais c'est hyper important. Qu'est-ce qui fait sens dans ma vie. On se fait ce petit screening. Et après, c'est un peu comme un jeu de cartes. Il
faut qu'on trouve les meilleures cartes qu'on a à jouer, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Parce qu'en santé, il y a toujours des gens qui ont un truc qui a marché, et après, ils veulent l'appliquer à tout le monde. Non, on a des cartes à jouer qui ne sont pas les mêmes selon qui on est et le moment où on en est. Et prendre le temps de faire cet inventaire, vous ne risquez pas de le faire en 10 minutes chez un généraliste, on est bien d'accord, parce que la médecine ne prend plus le temps. Mais voilà, quand on a le temps de discuter avec les gens et quand on explore un petit peu tout ça, on trouve plein de pistes intéressantes et c'est bien prouvé, on prescrit moins de médicaments. Donc prendre le temps et réfléchir un peu en dehors de la boîte qui nous est offerte par la médecine traditionnelle. Oui, et surtout sortir du symptôme. Très bien. Donc, alors, vous pouvez préciser cette question-là de sortir du symptôme. Qu'est-ce que vous... C'est qu'un symptôme, souvent, il va traduire un désordre beaucoup plus systémique. Et la petite histoire que je vous ai racontée l'illustre très très bien. Voilà, des diarrhées, mais fondamentalement, c'est un problème émotionnel. Donc, il faut savoir retrouver, surtout ce que j'appelle la chaîne de causalité, parce que toutes les médecines aiment bien donner une cause unique. Il n'y a pas que la médecine conventionnelle qui fait ça. Hein. Ah, vous avez ça, intoxication de métaux lourds. Ah ben non. Alors en plus, vous allez voir 10 praticiens, vous avez 10 causes différentes. Et du coup, il faut plutôt essayer de voir une chaîne de causalité. Et une fois qu'on a compris les différents facteurs qui influençaient, on va voir sur quels sont les fils qu'on peut tirer dans cette pelote. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour finir cet entretien ? Écoutez, c'est super que vous soyez tous là. Et je suis contente d'avoir réussi à vous faire rire au moins une fois. Avec ce sujet difficile. Merci beaucoup, Hélène Mercant. Merci, Hélène. Je vais récupérer le micro. Merci beaucoup.